Dober večer in pozdravljeni v oddaji Pogovor in pika z veleposlanikom Republike Francije, njegovo ekscelenco Pierre-François Morierjem. Pozdravljen, gospod veleposlanik. Dober dan. Dober dan. Enchanté. Kako bi Slovencu v nekaj stavkih predstavili Francijo? C'est une excellente question. Je dirais d'abord, comme je l'ai déjà dit à certains amis slovènes, dans ce bureau, qu'il faut qu'il marche 5 minutes jusqu'au Trg Revoluție Francie, à la place de la Révolution française, pour voir l'ancienneté des relations entre la France et la Slovénie. Ces relations, elles remontent à plus de 200 ans. Elles ont toujours été extrêmement cordiales et tout à fait excellentes. Elles le sont encore aujourd'hui. Et ça, donc, c'est la première chose que je voudrais dire. La seconde, c'est que, mais on y reviendra surtout certainement plus tard, c'est que la France est un pays d'une certaine manière plus grand que la Slovénie, comme vous le savez, en superficie, mais au fond assez comparable à la Slovénie, puisqu'on trouve tout en France, comme on trouve tout en Slovénie. On trouve la mer, on trouve la montagne, on trouve la campagne, on trouve la ville, tout cela sur un territoire qui peut se parcourir en 1 ou 2 jours, simplement. La seule chose qu'on ait en plus de la Slovénie, c'est l'Atlantique, puisque vous n'avez pas évidemment d'accès à l'Atlantique. Mais sinon, d'une certaine façon, la France, c'est la Slovénie en un peu plus grand. Kakšna pa je trenutna gospodarska situacija v Franciji? La France est connue dans le monde entier comme un petit peu la terre des arts, de la culture, du luxe, de la gastronomie, du bien vivre, etc. C'est tout à fait vrai et ça participe à l'attractivité de la France. Mais la France, ce n'est pas seulement ça, c'est aussi la 5e puissance économique mondiale, tout ça avec 1% de la population du monde. C'est de très grandes entreprises, c'est 40 entreprises qui font partie du Fortune 500, du classement des plus grandes entreprises mondiales. Nous sommes, de ce point de vue-là, les 3e dans le monde, après les États-Unis et le Japon, devant la Chine pour l'instant, ça ne va peut-être pas durer, mais devant la Chine. Donc la France, c'est une grande puissance industrielle et commerciale. C'est aussi un pays où, d'une certaine manière, il fait à la fois bon vivre et bon travailler, en quelque sorte. Comme vous le savez certainement, la France est le premier pays touristique du monde. Il y a autant de touristes en France chaque année que d'habitants de la France, ce qui est tout à fait considérable, dont beaucoup de Slovènes, naturellement, et beaucoup de ressortissants des pays voisins. On vient d'avoir les résultats d'une étude très intéressante sur alors c'est pas ma ville d'origine, puisque je suis né en Corse, mais c'est ma ville de cœur aujourd'hui, Paris, qui, avec ses 10 millions d'habitants dans l'agglomération parisienne, vient de voir se décerner le titre de 4e capitale la plus attractive du monde, juste après New York, Londres et Toronto, et avant beaucoup d'autres capitales. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, il fait bon vivre à Paris, parce que les transports sont excellents, parce qu'il y a une concentration de grandes écoles et d'universités qui n'est comparable à aucune autre ville du monde, parce que c'est sûr, et qu'on peut y travailler sans problème. Pour toutes ces raisons, Paris est devenu l'une des capitales les plus importantes que l'on puisse imaginer, sachant que même en termes de puissance économique, Paris est aujourd'hui la 3e ville mondiale, devant beaucoup d'autres villes, devant même juste derrière Pékin, mais devant énormément d'autres villes. Donc la France, c'est à la fois un pays de culture, un grand pays de culture et un pays de savoir-vivre et de savoir-être, mais c'est aussi un pays, disons, de puissance économique. Kako se Francija spopada z globalno krizo? Comme tous les pays européens, ou presque, la France subit la crise, le chômage a augmenté, comme vous le savez certainement, la situation est difficile. D'ailleurs, les dernières élections générales l'ont bien montré, avec le fait que l'équipe précédente a été remerciée et qu'une nouvelle équipe est arrivée. Mais en même temps, quand vous vous promenez en France, vous n'avez pas vraiment l'impression d'une crise aussi forte que celle qui est réellement en train de se passer. L'économie continue à tourner, le tourisme continue à tourner. Donc d'une certaine façon, quelqu'un qui
un étranger qui arriverait en France ne se rendrait pas véritablement compte de la crise. Seuls les Français, quand ils voient leur transformation de mode de vie, se rendent compte qu'il y a une crise en France. Il y a bien sûr ce qu'on peut faire en France, entre nous, mais il y a aussi, et peut-être surtout, ce qui sera fait au niveau européen. Et alors là, je dirais très simplement, comment combattons-nous la crise? Avec vous, avec la Slovénie, avec l'ensemble des pays européens, de façon solidaire, parce que l'Union européenne est fondée sur la solidarité et qu'elle a besoin de marcher sur ses deux jambes d'une certaine manière. Elle a besoin des mesures d'austérité qui sont en train d'être prises un peu partout en Europe. Le traité, le pacte de stabilité vient d'être adopté cette semaine en France. Il avait été adopté auparavant en Slovénie. Elle a besoin de ces mesures d'austérité, c'est la première jambe. Mais elle a besoin aussi de la seconde jambe, c'est-à-dire de mesures de relance, c'est-à-dire de mesures fortes pour lutter contre le chômage, pour maintenir les qualifications, pour maintenir les emplois en Europe et notamment les emplois industriels. Potrdili ste fiskalni pakt, ali to pomeni, da ostaja odnos do reševanja krize kljub novemu predsedniku enak? La France respecte ses engagements. Parmi ces engagements, il y avait celui, avec les autres pays de l'Union européenne, de ratifier le pacte de stabilité budgétaire. C'est extrêmement important. C'est extrêmement important à plusieurs titres. D'abord parce que c'est un signal à nous-mêmes que nous devons avoir une certaine vertu économique et financière et budgétaire. Et puis c'est un signal aussi à ce qu'on appelle les marchés, aux marchés financiers mondiaux, pour leur dire nous sommes sérieux, nous sommes là pour respecter nos engagements, nous sommes là pour respecter une voie vers la sortie de crise qui soit raisonnable. Donc de ce point de vue-là, il y a évidemment une continuité. En France, c'est ce qu'on appelle la continuité républicaine, qui ne change pas, quels que soient les gouvernements en place. Mais il y a aussi une différence de méthode très évidente entre la précédente équipe du président Sarkozy et l'équipe actuelle du président Hollande. Ce traité, en particulier, ne sera pas inscrit dans la Constitution française. Il n'y avait pas d'obligation de le faire, d'ailleurs. Le traité européen disait qu'on pouvait l'inscrire dans la Constitution, mais que ça n'était pas nécessaire. Et le président Hollande a souhaité ne pas le faire parce que inscrire un tel traité dans la Constitution, c'est d'une certaine manière, selon son analyse, reconnaître que la crise est destinée à durer. Non, cette crise n'est pas destinée à durer. On prend des mesures aujourd'hui extrêmement importantes et sérieuses et rigoureuses, mais on sait qu'il y aura, comment dirais-je, le beau temps après la tempête. Od 50 milijonov Francozov je kar 5 milijonov priseljencev. Kako ste dosegli tako visok prag tolerance? Et il y a effectivement, sur ces 65 millions de Français, 5 millions d'immigrés, mais ces immigrés directs, mais ces immigrés ont des enfants. Donc en réalité, il y a beaucoup plus encore que ce que vous dites d'immigrés en France. Je dirais même plus. La France est une terre très ancienne d'immigration. Depuis toujours, depuis que l'Europe existe, il y a eu des immigrés en France. Ne serait-ce qu'au XIXe siècle, à la fin du XIXe siècle, avec la croissance industrielle, enfin la révolution industrielle, nous avons eu successivement des Italiens, des Espagnols, des Portugais, des Polonais, des Slovènes, certainement, à un moment ou à un autre, mais aussi des gens venus de toute l'ex-Yougoslavie, des Irlandais. Bref, la France, c'est un pays d'immigration. Et d'une certaine manière, on peut en être fier pour deux raisons. D'abord parce que ça veut dire qu'on attire, et attirer des gens qui sont prêts à quitter leur maison, à quitter leur vie, à refaire leur vie ailleurs, et qui donc sont très dynamiques, ont envie de réussir, c'est très bien. Et puis d'autre part, c'est une richesse pour le pays, parce que nous croyons dans la diversité. Nous croyons dans l'unité dans la diversité. La devise des États-Unis, comme vous le savez, c'est Ex pluribus unum. D'une certaine manière, ça aurait pu être aussi une devise française. À partir de la diversité, on a une unité, on a une nation qui se crée. Est aussi, dans son écrasante majorité, une immigration qui est réussie en France. En France, aujourd'hui, vous avez des préfets, des créateurs de mode, des journalistes, y compris des vedettes de la télévision, des chefs d'entreprise qui sont d'origine, qu'on dit nous maghrébine, qui sont venus donc de Tunisie, d'Algérie, du Maroc, parfois d'Afrique subsaharienne, un peu plus loin. Et tous ces gens-là réussissent en France, et leur pays, c'est la France. Ils n'ont pas d'autre pays, d'ailleurs, bien souvent, puisqu'ils sont nés en France et sont donc seulement français.
Alors évidemment, comme dans tous les pays développés, il y a parfois des problèmes de tension. Il y a des phénomènes, notamment dans nos banlieues, que vous n'avez pas ici, parce que la taille n'est pas la même aussi. Et puis parce que la Slovénie a été moins une terre d'immigration que la France. Donc on a des tensions, parfois violentes, on a des phénomènes de refus, on a parfois, on l'a vu encore la semaine dernière avec cette cellule terroriste qui a été démantelée, on a parfois des tentations terroristes, tout ça est vrai. Ça concerne, je ne veux pas donner de statistiques, mais une infime partie de la population d'origine étrangère en France, une infime partie. Ça ne veut pas dire que ce ne soit pas dangereux, ça peut être dangereux, mais c'est une infime partie. L'écrasante majorité des gens qui vivent en France acceptent les lois de la France, non seulement parce qu'il faut respecter la loi, mais parce que la loi nous protège, et ont le désir de s'intégrer pleinement dans notre pays. Statistika kaže, da v povprečju Francozi v primerjavi z drugimi evropskimi narodi živijo dlje, bolj zdravo in imajo več otrok. To pomeni, da so Francozi hedonisti. C'est une excellente question et je la prends très sérieusement parce que c'est une question sérieuse. L'hédonisme, ça a un sens très précis étymologiquement, et donné en grec, ça veut dire le plaisir. Alors si les Français sont un peuple qui recherche le plaisir, alors oui, la réponse est oui, très certainement. Et je crois qu'un peuple qui ne rechercherait pas le plaisir ou qui rechercherait la douleur, par exemple, serait un peuple vraiment qui aurait des problèmes, en quelque sorte. Alors oui, il y a un côté hédoniste en France, naturellement, qu'il y a aussi en Slovénie, d'ailleurs, on pourra y revenir. Mais plus sérieusement, la France fait plus d'enfants que presque tous les pays européens depuis l'an 2000 à peu près. On a ce qu'on appelle un mini baby boom en France. Il n'y a que l'Irlande pour faire autant d'enfants que la France. Un pays qui ne fait plus d'enfants, à un moment ou à un autre, risque de disparaître. Et de ce point de vue-là, ça n'est pas de l'hédonisme, c'est plutôt, comment dirais-je, un placement sur l'avenir de faire des enfants, un investissement de faire des enfants. C'est même l'investissement le plus important qu'une famille ou que vous et moi on puisse faire pour l'avenir. Il y a quand même des conditions juridiques, politiques, familiales qui font qu'en France, il est intéressant, facile, enfin plus facile d'avoir des enfants. Je vais vous surprendre, mais la première condition pour que dans un pays il y ait beaucoup d'enfants, c'est que les femmes puissent travailler, et non pas l'inverse. Plus les femmes travaillent, plus elles ont d'enfants. Et plus les femmes travaillent et plus on leur donne la possibilité d'avoir une vie familiale à côté de leur vie professionnelle, plus le désir d'enfant vient. C'est très logique d'ailleurs, parce que quand on a 2 revenus dans une famille, c'est plus facile d'élever des enfants. Donc on a fondé toute notre politique de natalité sur cette idée qu'il fallait que les femmes puissent travailler. On a un des taux de travail des femmes les plus importants d'Europe, voire du monde. Encore une fois, on entend souvent, je sais, on entend un peu partout, quand j'étais en poste aux États-Unis, on me le disait aussi, on me dit, alors oui, vous les Français, vous aimez bien la belle vie, mais quand il s'agit de travailler, c'est plus compliqué. Bon, peut-être, mais alors on est quand même la 5e puissance économique mondiale sans travailler, c'est bizarre, c'est même pas possible. Le goût du travail existe et la productivité par employé en France est l'une des plus élevées au monde. La durée du travail est relativement faible par rapport à d'autres pays européens ou aux pays asiatiques, bien sûr, mais la productivité à l'heure travaillée est considérable. C'est aussi une question d'organisation du travail. C'est considérer que le travail est un élément capital de la vie, mais n'est pas toute la vie. Je pense très honnêtement et très franchement que avoir une certaine distance par rapport à son travail permet d'une certaine manière d'encore mieux travailler. Kako ali po čem ste poznali Slovenijo, preden ste prišli službeno v našo deželo? À vrai dire, pas grand-chose, parce que c'était mon premier poste en Union européenne, que j'étais plutôt spécialisé en Amérique du Nord, en fait, où j'avais eu un poste à New York, un poste à San Francisco. Et donc finalement, par exemple, je n'étais jamais venu en Slovénie avant d'être nommé ambassadeur en Slovénie. C'était une vraie découverte pour moi
la Slovénie. Donc je savais évidemment où placer la Slovénie sur la carte, je savais à peu près le nombre d'habitants en Slovénie, je connaissais la capitale de la Slovénie, évidemment, comme tout diplomate, d'une certaine manière, connaît ces pays, mais je n'en savais pas beaucoup plus, je n'en savais pas tellement sur le climat de la Slovénie, je savais assez peu de choses sur l'histoire de la Slovénie, qui est absolument passionnante, qui est complexe et passionnante et très ancienne. On dit, enfin, l'histoire de la Slovénie comme nation, en tout cas, est très ancienne comme pays, elle est récente, mais comme nation, elle est très ancienne. Donc tout ça, je l'ai appris entre le moment où je savais que j'allais être nommé ambassadeur en Slovénie et le moment où je suis arrivé, où j'ai débarqué à Ljubljana. D'une certaine manière, d'ailleurs, et c'est l'une de mes tâches, je trouve qu'en France, la Slovénie n'est pas encore assez connue. Elle n'est pas connue parce que c'est un pays neuf, qui n'est sur la carte des pays que depuis 20 ans, même si encore une fois elle a une histoire beaucoup plus longue. Elle n'est pas encore totalement identifiée par les Français et c'est l'un de mes enjeux les plus forts, l'un de mes objectifs les plus forts. Comme je sais que c'est l'objectif de Mme Stabej, qui est mon homologue slovène à Paris, que de faire connaître la Slovénie en France et puis aussi de faire connaître la France en Slovénie, évidemment. Kakšni pa so vaši prvi vtisi o Sloveniji, vaši osebni občutki, vtisi, kakšni se vam zdimo kot narod? Je suis en Slovénie depuis un peu plus de 4 mois maintenant et il n'y a pas un instant où j'ai regretté ce choix de venir à Ljubljana, pas un instant. Vous avez un pays merveilleux, vous avez un pays où il fait bon vivre, vous avez un pays d'une beauté saisissante, comme on disait dans les années 1970, « small is beautiful » en quelque sorte. C'est pour moi un enchantement vraiment de tous les jours. Je viens à pied depuis la résidence jusqu'à l'ambassade, je longe la Ljubljanica. Alors évidemment, je n'ai pas encore connu l'hiver en Slovénie, mais je suis sûr que ça sera très bien aussi. Mais chaque matin, je me dis que je suis chanceux de vivre ici pendant quelques temps, de partager la vie des Slovènes pendant quelques années. J'ai donc une impression mais extrêmement positive de la Slovénie, et j'ai aussi une impression extrêmement positive des Slovènes. Alors, je n'ai pas encore de vrais amis slovènes, parce qu'en 4 mois, on se fait des connaissances, pas des amis, mais je sais que j'en aurai. Et je sais que le moment venu, lorsqu'il faudra que je quitte ce pays, je me serai fait des amis pour toujours. Ce qui est, pour un diplomate, un vrai critère comment dirais-je, de qualité d'un pays et de qualité de ses habitants. Vous êtes accueillant, vous êtes calme, vous êtes sérieux. C'est un peuple extrêmement sérieux, mais pas ennuyeux. On voit qu'il y a un amour du travail en Slovénie, du travail bien fait. Moi, je vois très bien quand le soir, je rentre, quand je vais par exemple à un événement le soir, je vois, et que je passe un peu dans les faubourgs de Ljubljana, je vois que les gens, après leur journée de travail, travaillent dans leur jardin, dans leur potager, ils cultivent leurs légumes, etc. Et beaucoup de gens font ça, c'est vraiment très commun. Tout ça, ce sont des belles qualités, je trouve, d'un peuple qui a su être dans la mondialisation, moderne, performant, et en même temps garder des valeurs qui sont des belles valeurs, des valeurs rurales, des valeurs terriennes, qui, d'une certaine manière d'ailleurs, sont assez proches des valeurs qui sont celles du peuple français, qui lui aussi est un peu très terrien, très incarné dans un terroir, dans une terre qu'il aime, etc. Peu importe son origine d'ailleurs, mais il en fait sa terre, le français, de l'endroit où il vit. Et donc, comment dire, je me sens chez moi en Slovénie, et je me sens chez moi à Ljubljana, ce qui, encore une fois, n'est pas si fréquent dans une vie de diplomate. Donc franchement, il n'y a pas de raison de céder au pessimisme en Slovénie. Si c'est un pessimisme culturel, pourquoi pas? Mais il ne faut pas que ce soit un pessimisme enraciné dans le cœur de chacun des hommes et des femmes de ce pays. Il n'y a pas de raison. Zanima me, kako ocenjujete zastopanost Francije tukaj v Sloveniji in na kakšen način je seveda izstopa kot uspešno? C'est une excellente question. Pour ce qui est de notre présence institutionnelle, il y a évidemment l'ambassade, avec l'ambassadeur, l'ambassade qui a une mission économique, qui a un rôle extrêmement important, j'y reviendrai peut-être pour ce qui est de notre coopération économique. Il y a évidemment l'Institut français qui dépend de l'ambassade, ma conseillère culturelle étant aussi la directrice de l'Institut français de Ljubljana, qui est très près d'ici, que
presque tous les Loubianais, je crois, connaissent. Et puis, il y a l'école française, qui est une école privée, où sont trois de mes filles, la quatrième étant à Bejigrad, et qui est une très bonne école, et surtout une école qui est en croissance. En 2 ans, elle est passée de 60 élèves à plus de 85 élèves, et je pense qu'on va aller en croissant encore plus. Pourquoi? Parce qu'il y a une vraie demande des Français de Slovénie, qu'ils soient habitants en Slovénie ou expatriés, envoyés par des entreprises notamment, d'une part, et d'autre part parce qu'il y a une vraie demande des Slovènes. Je crois qu'il y a une prise de conscience dans ce pays qu'avoir une éducation plus internationale est une très bonne chose dans le monde d'aujourd'hui. Donc je suis très optimiste sur les possibilités de développement de l'école française. Tout ça fait une présence française à Ljubljana, si on y ajoute les professeurs de français ou français qui sont dans des lycées un peu partout, comme à Maribor, ou encore les professeurs d'université, là aussi un peu sur tous les territoires. Tout ça fait une présence française en Slovénie qui est vraiment vivante, à la fois très bien intégrée et en même temps qui, je crois, porte de façon assez ambitieuse les valeurs de la France. Kaj pa francoska podjetja? V Sloveniji je največje francosko podjetje še vedno prisotno, Renault v Novem mestu, torej na Dolenjskem. C'est évidemment un point central. Le président de la République nous a demandé, à tous les ambassadeurs dans le monde, de faire de la diplomatie économique une priorité. En Slovénie, c'est particulièrement important parce que la France est le 4e partenaire commercial de la Slovénie, juste après l'Allemagne, l'Autriche et l'Italie, et que la France est aussi le 4e investisseur étranger en Slovénie, après cette fois-ci l'Autriche, la Suisse et l'Italie. On est très fiers de cette position française en Slovénie, et on est très fiers parce que c'est, comme on dit, gagnant-gagnant. C'est gagnant pour la France, et c'est gagnant pour la Slovénie aussi. Cette présence française économique en Slovénie, elle est très ancienne. L'histoire de Renault et de Revose, ça commence il y a 40 ans. Autour de 1972, quand la Slovénie n'était pas encore ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Renault à Novo Mesto, c'est 2500 personnes. C'est considérable. Renault fait partie des plus gros employeurs de la Slovénie. C'est une success story franco-slovène qui a été beaucoup aidée par le gouvernement slovène depuis toujours. Et je sais que le gouvernement considère que Renault Revose est vraiment très important pour le pays. L'économie française en Slovénie, c'est au-delà même de Renault, c'est plus de 40 grandes entreprises, c'est à peu près 9000 employés, donc c'est vraiment très, très important. C'est une des banques du pays qui a le plus de succès, la SKB Société Générale. Société Générale ayant racheté SKB à 96%, je crois, au début de la décennie 2000. Mais c'est aussi Alstom à Sostan, avec le projet Test. C'est aussi beaucoup d'autres entreprises dans les travaux publics, les transports, la défense, le ferroviaire, etc. etc. Donc, il y a dans cette relation économique franco-slovène de vrais succès. Katera slovenska tradicionalna jed je recimo vam je všeč? Alors, d'abord, je dirais hélas, parce que j'ai quelques kilos à perdre. D'abord, comme je suis très gastronome, c'est encore une bonne raison de venir en Slovénie. Parce que la gastronomie slovène est absolument délicieuse. Et pas seulement la gastronomie, les vins slovènes aussi. À vrai dire, je n'en bois que depuis quelques mois, mais j'ai trouvé des vins rouges et des vins blancs excellents. Des vins blancs plutôt du nord du pays, des vins rouges plutôt du sud du pays, mais avec une vraie diversité et manifestement un amour du vin qui m'a rappelé un peu la France, pour dire les choses clairement. Et je dois dire qu'il y a une chose encore parmi les nombreux avantages de ce pays, nombreux atouts de ce pays, c'est que les produits sont excellents. Les produits de base sont excellents. La viande est excellente, les poissons sont excellents, le vin est excellent. Et tout ça, ça permet de faire de l'excellente cuisine. Il n'y a pas de secret. Pour faire de la bonne cuisine, il faut des bons produits. Et donc je me sens, là encore une fois, comme chez moi en Slovénie, d'autant plus que, comme vous le savez, il y a Leclerc en Slovénie, que donc si j'ai envie de produits français, il me suffit d'aller chez Leclerc, à Maribor ou à Ljubljana, pour trouver les mêmes produits que ceux que je trouverai en France. Et parfois même, très souvent, des produits d'une très très grande qualité. J'en ai discuté avec le patron de Leclerc qui se fournit en viande et en poisson
chez les producteurs slovènes, avec des produits d'une qualité, encore une fois, tout à fait remarquable. Le terroir slovène est un terroir qui fait envie. Ali so tudi vaši domači tako navdušeni nad Slovenijo, kot ste recimo vi? Alors oui, la famille entière est très heureuse en Slovénie. Honnêtement, il faudrait être difficile pour ne pas être heureux en Slovénie, tellement la qualité de vie est forte, tellement la vie est facile, tellement la vie est sûre. Ljubljana est une ville absolument sûre, enfin absolument sûre, et l'ensemble du pays aussi. Donc, en plus, il y a l'école française qui permet à mes filles d'être scolarisées en français, mais elles font aussi du slovène. Pour la plus grande, il y a l'école internationale de Bežigrad, qui est une excellente école. Il y a une vie culturelle à Ljubljana qui est intense, vraiment remarquable. Et puis, il suffit de regarder autour de nous. Le cadre de vie est magnifique, les gens sont sympathiques. Bref, honnêtement, tout le monde se plaît beaucoup, beaucoup en Slovénie. On aura un vrai problème vis-à-vis de la Slovénie. C'est quand on va devoir quitter la Slovénie. Ça sera un vrai problème pour nous, mais on n'en est pas là. Imate kakšno sporočilo ali misel za naše gledalce za na koncu? Oui, je voudrais dire quelque chose peut-être aux auditeurs, enfin aux téléspectateurs plutôt, qui nous regardent et qui nous écoutent. Je voudrais leur dire, Slovènes, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de l'avenir. Et je le dirais aux Français aussi, d'ailleurs, de la même façon, et à tous les peuples européens. Tous nos peuples, séparément, sont petits. 65 millions pour la France, 2 millions pour la Slovénie. Au fond, même la France n'est pas un grand pays à l'échelle du monde, à l'échelle d'1,5 milliard de Chinois, de 1,2 milliard d'Indiens. Mais tous ensemble, à plus de 500 millions, les 500 millions d'habitants les mieux éduqués de la planète, les 500 millions d'habitants en meilleure santé de la planète, tous ensemble on est très forts. Et c'est pour ça que je dis, nous ne devons pas avoir peur de l'avenir, nous devons être confiants, nous devons être optimistes. Cette crise est difficile, sans doute la plus difficile qu'on ait connue depuis 70 ou 80 ans, mais cette crise, on la surmontera. Il y aura un après à la crise, et cet après, on le construira ensemble. Vous, moi, nous tous, ici, sur le continent européen. Merci beaucoup, monsieur Morier. To bi bilo zaenkrat vse. Hvala vam za pozornost in lahko noč.